Et voilà, nous sommes de nouveau avec vous en direct et c'est super, vous êtes encore bien nombreuses derrière vos écrans et vous n'allez pas le regretter parce que là, nous allons avoir un témoignage assez décapant, je vous le garantis. Nous accueillons tout de suite Sandrine Gentil qui est journaliste et Aurélie Hoffmann et qui vont vous raconter voilà le parcours d'Aurélie, tout à fait extraordinaire puisque voilà, merci à toutes les deux déjà d'une part d'être avec nous et d'accepter ce moment d'échange pour nous inspirer et montrer que la voie, le champ des possibles est parfois très très vaste et inattendu. Grâce au témoignage d'Aurélie. Donc Aurélie en fait est ex-pharmacienne, entrepreneuse et qui aujourd'hui est pilote moto professionnel. Alors comment ce grand écart a été possible? C'est vraiment ce qui nous intrigue et qui j'espère va vous tenir en haleine et vous montrer que finalement voilà, tous les chemins sont possibles et à nous de ne pas nous mettre de frein. Si une passion est là, si une envie est là, bien il faut l'écouter. Et voilà, donc merci à toi aussi Sandrine d'être avec nous et de jouer ce rôle de venir interviewer Aurélie. Tu nous suis depuis des années sur nos événements. On espère très très bientôt pouvoir se retrouver lors d'un prochain salon en présentiel parce que ça nous manque vraiment, sachez-le. On est très frustrés derrière nos écrans mais en même temps très fiers de pouvoir quand même tenir cet événement et de pouvoir vous inspirer. Merci également Aurélie pour ta présence, d'avoir accepté cette heure avec nous, de nous partager ton témoignage. C'est une grande chance que l'on a voilà, de pouvoir vous accueillir toutes les deux. Alors je le rappelle une fois de plus, n'hésitez pas à interagir dans les chats. Nous sommes derrière nos écrans, nous derrière, et à l'issue de ce témoignage, nous pourrons partager vos questions à Aurélie et à Sandrine. Vous n'hésitez pas à interagir. C'est toujours important et surtout d'aller chercher vos amis, vos mamans, vos sœurs, vos cousines qui pourraient être interpellées, en tout cas intéressées par cet échange et puis par le reste de la programmation sur ces 2 jours. Donc je vous laisse en de très bonnes mains. Merci Sandrine, merci Aurélie et à tout à l'heure pour échanger avec vous. Voilà. Merci Valentine, merci beaucoup pour cette introduction. Aurélie, je suis effectivement déjà, je vais vous dire bonjour à toutes. C'est un plaisir de vous voir, de vous retrouver, de vous imaginer surtout, voilà, sur cette nouvelle édition du Salon professionnel à Lille. Et effectivement, c'est une joie de pouvoir recevoir et accueillir Aurélie Hoffmann. Aurélie, vous savez que les plus belles rencontres, pas besoin forcément de prendre l'avion pour les faire, on les fait souvent très près de chez soi. Et moi, Aurélie, je l'ai rencontrée dans ma rue en tant que jeune maman quand j'allais à la pharmacie pour mon petit bébé. Voilà. Aurélie, depuis, je l'ai vue évoluer. Elle a un parcours tellement extraordinaire qu'elle se crée à la force du mental, à la force de la volonté, à la force du travail. Et elle y va. Ça n'empêche pas tout ça de sacrés obstacles, de sacrés moments de vie pas forcément évidents. Mais elle traverse tout ça parce qu'elle a des rêves, une passion, des objectifs et qu'elle se donne les moyens de les atteindre. Aurélie, je vais te laisser te présenter en quelques mots et puis après nous allons effectivement, comme l'a introduit Valentine, nous allons parcourir ton histoire de la jeune étudiante qui choisit à un moment donné de se lancer dans la vie active en tant que pharmacienne. Hein, tu crées toi carrément ta pharmacie, tant qu'à faire. Tu es docteur en pharmacie et puis aujourd'hui tu es effectivement pilote moto professionnel. Je dirais aussi que tu es une jeune maman épanouie d'un formidable petit garçon et si tu l'acceptes, on reviendra aussi à des moments sur les épreuves que tu as traversées tout au fil de ces années, mais sans que jamais ça ne t'empêche de garder ton objectif en tête pour te réaliser. Voilà, en quelques mots, à toi. Dis-nous spontanément, toi, qui es-tu, Aurélie? Alors déjà, merci encore une fois Sandrine, merci au Salon professionnel de m'avoir invitée pour pouvoir justement échanger et puis témoigner entre guillemets sur mon parcours qui, je l'espère, donnera envie à celles qui des fois se posent des questions et qui n'osent pas franchir le pas d'y aller. Alors moi pour me présenter, donc je m'appelle Aurélie Hoffmann, j'ai 43 ans, je suis maman d'un petit garçon Tida qui a 8 ans maintenant depuis quelques jours. Et j'ai effectivement en 2018 complètement changé de voie professionnelle. J'avais une pharmacie que j'exploitais depuis presque 10 ans dans le 9e arrondissement Paris.
Je combinais déjà depuis quelques années la pharmacie avec ma passion pour la moto que j'ai découverte quand même assez sur le tard. Et puis, je pense qu'on en reviendra un petit peu en détail quand tu me poseras des questions, Sandrine. Mais voilà, il y a eu différentes choses dans ma vie qui se sont passées, des envies, des remises en question. Et à un moment, la question de se poser de faire aussi un choix. Et puis voilà, j'ai franchi le cap. Et donc en 2018, j'ai vendu la pharmacie pour ne me consacrer complètement qu'à mon activité, ma passion pour la moto. Au travers justement, alors je revenais juste sur le côté pilote professionnel. Alors, en France, il n'y a pas véritablement de professionnalisation, de professionnels. Les seuls professionnels sont les pilotes de MotoGP comme Valentino Rossi qui sont à la au top de top. Maintenant, par contre, c'est vrai que j'en vis, je fais que ça au quotidien, mais au travers aussi à côté de mon blog, puisque j'avais aussi monté un blog autour de la moto en 2016. Et puis maintenant, au niveau de la formation, puisque depuis l'année dernière, j'ai passé un diplôme d'État qui est une certification professionnelle qui me permet d'encadrer enfants, adultes, peu importe, sur la piste ou ailleurs. Et c'est quelque chose maintenant que je fais de plus en plus aussi avec des coachings et en essayant aussi de faire des coachings filles pour essayer d'amener de plus en plus de femmes à la moto et sur la piste. Voilà. J'ai vu ça, effectivement, c'est génial. Tu vas nous en parler un petit peu plus tout à l'heure. Dis-moi, Aurélie, à l'origine, tu deviens pharmacienne. Pourquoi ? Qu'est-ce qui a fait que tu es partie dans cette typologie d'études et que tu commences par te réaliser de cette manière-là ? Alors, je vais essayer de quand même résumer, sinon je pense qu'on en a pour 3 heures. Mais à l'origine, donc déjà, donc je viens d'une famille plutôt artistique et pas scientifique. D'ailleurs, moi et ma sœur, on a fait des études musicales en horaire aménagé pendant des années. Donc, on était entre guillemets peut-être presque plus destinés à être concertistes. Et on avait une maman qui était artiste peintre. Donc voilà, on a plutôt baigné dans un univers très artistique. Après, mon papa, lui, était délégué médical pendant 44 ans dans le même laboratoire pharmaceutique. Donc, il travaillait déjà avec des pharmaciens et des médecins. Et moi, à la base, je voulais être vétérinaire. Et je voulais être vétérinaire équin pour les chevaux. Mais voilà, à l'époque, on m'en a dissuadée parce que j'étais une femme, que j'étais petit gabarit, en m'expliquant que voilà, vétérinaire équin à la campagne, ce serait compliqué. Bon, voilà, j'ai pas de regrets aujourd'hui par rapport à ce que j'ai fait, mais il y a un moment où dans mon parcours professionnel, j'ai failli reprendre des études de vétérinaire après mes études de pharmacie, en ayant eu mon diplôme. Donc voilà, en fait, à ce moment-là, c'est mon papa qui m'a dit, écoute, tu avais envie de faire vétérinaire, tu aimes le côté scientifique, tu as envie d'être dans le médical, pourquoi pas pharmacien ? Et donc, voilà, c'est comme ça que j'ai passé le concours pharmacie et que par contre, très rapidement, moi, je me suis dirigée vers le côté marketing, industrie pharmaceutique, puisque c'est comme ça que je suis arrivée à Paris. J'ai, en parallèle de ma dernière année de pharmacie, passé un master, à l'ESCP EAP à Paris, dans le management médical, ce qui m'a permis de commencer à travailler dans l'industrie en tant que chef de produit marketing. Et puis après, voilà, j'ai évolué dans la communication. Je n'avais pas dans l'idée de m'installer tout de suite en officine. Ce n'était pas quelque chose qui m'intéressait à ce moment-là. Et puis, en fait, moi, à un moment, je me suis aussi lancée. Je savais que j'étais plutôt quand même très indépendante et dans une démarche entrepreneuriale. L'univers de l'industrie pharmaceutique ne me correspondait pas parce que je trouvais qu'il y avait une certaine mentalité pour réussir qui était plus les dents qui rayent le plancher et écraser les autres pour réussir. Pour moi, ce ne sont pas mes valeurs. Donc, je me suis dit, bon voilà, c'est le moment de me lancer. Donc, j'ai démissionné d'un de mes postes. J'ai lancé ma première structure PharmaBoost, qui était une agence, entre guillemets, de communication spécialisée dans les problématiques officinales. Complètement. Et puis, c'est complètement comme ça, par hasard, qu'un jour, on m'a proposé une affaire sur Paris, rue de Maubeuge, qui était un vrai challenge, parce que c'est une pharmacie qui était en train de mettre la clé sous la porte.
Moi, j'avais 0 centime à ce moment-là, en plus, pour acheter. Et puis en fait, le challenge et puis l'environnement m'a plu. J'avais des idées derrière la tête et je me suis dit, bon, allons-y. J'ai réussi à convaincre les banques de me prêter des sous pour pouvoir l'acheter. Et puis voilà comment ça a démarré. Et ça a été une très, très belle aventure pendant 10 ans. Voilà. Comment tu t'es sentie pendant cette aventure entrepreneuriale? Je sais que la pharmacie, ce qu'il y a de sûr, c'est que tu l'as créée à ton image. Et d'ailleurs, on reviendra sur cette question d'image parce que c'est quelque chose de très important pour toi, l'identité, celle que l'on a, et qu'il faut savoir garder, quel que soit le regard des autres et puis les retours que les autres peuvent avoir ou peuvent nous faire. Et cette pharmacie, il y en a plusieurs, hein, là où, dans le quartier en tout cas où tu t'es installée. Moi, je sais que c'était une pharmacie extrêmement chaleureuse, extrêmement vivante. Et quand tu as eu ton petit bébé, toi, tu as créé aussi un coin pour ton enfant, tu as intégré ton enfant dans ton univers. Et résultat, quand on venait avec nos enfants, ils avaient eux aussi un espace pour eux au centre, donc on les perdait de vue. Et c'était juste génial. Moi, j'ai adoré cette période où les seules fois où on sort un peu de chez soi avec un bébé, c'est pour justement aller ou chez le médecin ou à la pharmacie. Moi, ta pharmacie, c'est un peu la succursale de mon salon. Je me sentais bien. Oui, c'est vrai. Comment justement tu t'es... Qu'est-ce que tu retires de ces 10 ans d'entrepreneuriat et comment toi tu les as vécus? Comment tu dis que ça t'a plu, hein, mais justement, qu'est-ce que tu as aimé là-dedans? Qu'est-ce qui a peut-être été plus difficile et comment tu les as traversés ces 10 années d'entrepreneuriat? Alors, en fait, justement, quand j'ai repris cette pharmacie et que je suis vraiment partie d'une page blanche, hein, oui. Parce qu'il a fallu, voilà, gros travaux, le truc classique et tout. Mais j'ai voulu déjà faire, parce que je savais que j'allais y passer énormément de temps, surtout quand on démarre, parce qu'au début, j'ai démarré toute seule avec une apprentie qui était Marine, qui était justement encore étudiante, qui faisait ses études. Et donc, c'était du 80 heures au minimum de présence sur place à la pharmacie. Donc, j'avais envie de faire une pharmacie qui était justement à mon image, de créer quelque chose d'atypique qui sorte un petit peu de l'ordinaire. C'est pour ça aussi que le quartier m'avait plu, parce que je savais, je me doutais qu'en tout cas, il y aurait aussi dans l'environnement de ma clientèle, ma patientèle, des gens qui allaient être réceptifs justement à cet univers que j'allais créer. Et puis parce que voilà, j'étais mon propre patron véritablement dans une structure. Et là, je me suis dit, je vais vraiment faire tout ce que j'ai envie de faire, tout ce que j'ai dans la tête depuis très longtemps, parce que véritablement, c'est chez moi. On m'a souvent proposé des fois des affaires de m'associer. Alors, c'est comme pour tout dans la vie, il y a toujours des histoires où on est obligé des fois de faire un peu des compromis. Oui. Mais moi, je suis toujours partie, en tout cas personnellement, du principe qu'il vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Et que du coup, ça me permettait vraiment d'avoir la liberté de faire et de créer l'univers que je voulais dans ma pharmacie. Alors, pour continuer sur ce que tu disais tout à l'heure et sur ta question de qu'est-ce qui m'a plu, alors, il y avait déjà effectivement l'idée de créer ce coin enfant, c'était aussi parce que j'avais envie que ce soit un lieu aussi de rencontre. Souvent, quand on vient à la pharmacie, c'est quand même plus pour chercher des médocs et c'est pas forcément toujours quelque chose de forcément toujours très positif. Moi, je voulais que ce soit un lieu aussi où les gens ils se sentent bien. Qui déconnecte un peu. C'est pour ça qu'il y avait de la musique, que la pharmacie était rose, qu'on rentrait là-dedans. On n'avait pas l'impression finalement d'être une pharmacie, qu'il y avait des Barbies, des trucs un peu partout qui se planquaient. Et du coup, c'était rigolo parce que je voyais que les gens souvent cherchaient et ça permettait justement de dédramatiser aussi ce côté un peu, je sors du cabinet du médecin, je parle surtout pour les gens qui avaient des pathologies quand même lourdes, hein. Et puis j'arrive dans un endroit en fait où voilà, c'est sympa. Après le coin enfant, ce qui est rigolo, c'est que
je l'avais pensé véritablement parce que justement, quand je travaillais mon officine, j'avais fait des remplacements. Quand souvent je voyais les parents qui arrivaient, alors les enfants courent partout, ils ont un œil, on voit ils sont pas sereins. Et du coup, je me suis dit, là, ce qui peut être sympa, c'est de faire justement une gondole centrale à l'inverse, avec un entonnoir. Mais du coup, une fois que les enfants ils sont dedans, ils sont dans l'entonnoir et ils peuvent pas ressortir de l'autre côté. Puis bon, il y avait des jeux, des trucs, donc du coup, ils étaient comment dire, enfermés dans le truc. Et ce qui est super, c'est que du coup, effectivement, quand j'ai eu mon petit garçon, puisque quand on est justement à son compte, à cette époque, aujourd'hui, je crois que ça n'a pas beaucoup changé, mais on n'a malheureusement pas de congé maternité. Donc voilà, j'ai bossé. Heureusement, j'ai eu une grossesse sans problème qui s'est très bien passée, mais j'ai bossé jusqu'à la veille ou l'avant-veille d'accoucher. Et puis, je suis revenue 15 jours, un peu plus de 15 jours plus tard à la pharmacie. Et en fait, mon bébé, très rapidement, quasiment tout de suite, il était avec moi à la pharmacie. Donc, j'avais dans le sous-sol installé une espèce de petite chambre. J'avais loué un petit lit sur roulette, comme ceux qu'on a à l'hôpital, là, et tout transparent. Et il était avec moi. Et du coup, quand il a commencé à grandir, on avait mis une petite barrière enfant. Et il était au milieu de la pharmacie. Donc, c'est assez drôle parce que souvent, les gens rentraient, ils s'entendaient un bébé faire... Il y a un bébé au milieu de la pharmacie. Oui, c'est normal, c'est le mien. Il est là, il est posé. Donc ça, c'était génial parce que ça m'a quand même permis de pouvoir passer du temps avec mon fils, de ne pas faire ce sacrifice-là en étant chef d'entreprise. Et puis après, voilà, surtout ce qui m'a énormément, moi, plu dans mon travail de pharmacienne et dans ma pharmacie, c'est le relationnel, c'est le côté humain et c'est tout ce qui a été créé justement avec ma clientèle et des gens, pour certains, qui sont devenus des amis, d'autres avec qui je garde beaucoup de contacts aussi. Et ça a été quelque chose d'extrêmement important dans mon parcours professionnel parce que j'ai eu de la reconnaissance directe. En fait, c'est vrai que on est quand même, la pharmacie d'officine, ça reste quand même un commerce où on est tout de suite face à son client et on a un retour direct tout de suite de la satisfaction de sa clientèle. Et ça, c'est vrai que c'est énorme pour la reconnaissance, par rapport au fait quand on travaille beaucoup, qu'on y met beaucoup de cœur, voilà, c'est vrai que c'est génial. Et puis ça permet de continuer à se dire c'est génial, ça donne c'est des ailes. Alors que j'avais dans l'industrie pharmaceutique, j'avais pas ce retour direct, c'était beaucoup plus compliqué. Et voilà, moi je suis quelqu'un qui suis plutôt dans l'affectif. Et j'avais cette proximité, cet échange constamment avec la clientèle, c'était quelque chose de très important. Et c'est vraiment l'unique chose aujourd'hui, quand on me pose la question, est-ce que ça te manque et tout, non, mon métier ne me manque plus, la pharmacie ne me manque plus par rapport au fait que je m'éclate tellement dans ce que je fais maintenant. Là, l'unique chose qui me manque, oui, par contre, c'est l'humain, c'est le relationnel que j'avais créé avec toute ma clientèle. Voilà. En même temps, je vous confirme que moi, je n'ai jamais revécu ça dans une autre pharmacie, c'est-à-dire passer un samedi en fin de journée, me retrouver à aller boire le champagne. C'est ça. Oui. Aurélie, à dire OK, et à dire après à mon mari, mais t'étais où? Oh j'ai bu du champagne. Mais t'es allée à la pharmacie? Oui. Oh, j'ai bu du champagne. Les apéros spontanés au champagne d'Aurélie, c'était formidable. Aurélie, dans toute on perçoit là ton ADN sur effectivement tout ce qui est très important pour toi, hein, le relationnel, mais l'investissement aussi. Hein. Tu parles des heures que tu as passées dans ta pharmacie, elles étaient concrètes et réelles. Pendant toute cette période-là, à côté de ça, tu découvres à un moment donné la moto. Ton chéri t'initie à la moto parce que moi, je sais que tu as déjà, quand on s'est rencontrés, tu en faisais déjà, puisque un jour, je réalise que l'énorme moto située quasiment devant la pharmacie appartient
à la minuscule pharmacienne. Ça. La moto est plus grande que la pharmacienne et que c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on te voit sortir de ta pharmacie, on fait sensiblement la même taille. Hein. Quand je dis minuscule, c'est parce que je fais cette taille-là aussi. En plus petite, moi, puisque je mets rarement des talons, et toi, Aurélie, tu as des talons comme ça. En tout cas, la personne te voit dans ta pharmacie et on la voit monter sur son énorme moto avec ses immenses talons, les cheveux longs, extrêmement longs à ce moment-là. Oui. Et c'est fascinant. L'image déjà dégagée et c'est là où rien que ton image est un symbole de ce que l'on peut choisir d'assumer. Un côté où quand effectivement on ne fait pas 1m80 ou naturellement on n'impose pas un truc, mais où on peut être de petite taille, blonde aux cheveux très longs et juchée sur des talons de 10 cm et dégager une puissance extraordinaire en montant d'un seul coup sur une moto, encore une fois, limite plus gigantesque que toi et partir de son lieu de travail et foncer. La moto, comment il t'a initié, ton chéri? Qu'est-ce qui t'a donné envie de tenter? Parce que quand on ne commence pas tout de suite, ça peut aussi faire peur. Qu'est-ce qui t'a plu là-dedans? Et est-ce que tu te souviens des premières émotions, des premiers sentiments que tu as ressentis quand tu as commencé à en faire? Alors, en fait, ce qui est assez drôle, c'est que j'ai passé mon permis moto au moment où j'achetais ma pharmacie. Quand j'ai eu mon permis moto, j'ai eu quasiment un mois jour pour jour les clés de ma pharmacie, juste derrière. Donc, j'étais vraiment une patronne débutante et une motarde aussi débutante en même temps. Voilà, en fait, j'avais décidé de passer mon permis parce que mon chéri, lui, il avait déjà depuis très longtemps. Il commençait un petit peu à faire de la piste. Donc, j'étais passagère depuis déjà quelques temps. Et puis, ça m'a donné envie. C'est vrai que je pense que j'ai toujours aussi, quelque part, été un petit peu attirée toujours vers les domaines, entre guillemets, qui étaient un peu chasse gardée des hommes, ou plutôt au milieu masculin. Alors, est-ce qu'inconsciemment, c'est la part masculine qu'il y a chez moi, ou est-ce que c'est aussi finalement la grosse part de féminité, ou le côté un peu féministe de se dire il n'y a pas de raison que les mecs en face y arrivent, et pas nous, et pas moi. Je pense un peu des deux. Et donc, du coup, voilà, j'ai passé mon permis. Et puis, en fait, très rapidement, mon chéri m'a dit, écoute, est-ce que ça te dit d'essayer la piste? Je pense qu'il savait que derrière, avec mon côté un petit peu relever des challenges et tout, ça allait me plaire. Donc, j'ai commencé très rapidement la piste. Ça m'a plu tout de suite. Et puis, en fait, au début, on y allait un peu en mode touriste, c'est-à-dire avec nos motos de route. On faisait 2 roulages par an, enfin, voilà. Et en fait, les choses, elles sont venues un petit peu crescendo et elles sont surtout arrivées en 2016, enfin, même un petit peu avant, puisque au moment de la naissance de mon fils, le paradoxe a été que, donc en 2013, le paradoxe a été que juste la remorque pour mettre les motos avant la poussette, c'était quand même assez drôle. Et donc, en fait, j'ai accouché et 3 semaines après, par césarienne, j'étais sur la piste, sur la moto, avec le petit, son casque anti-bruit dans la poussette, et on l'a emmené tout de suite avec nous sur les circuits. Et c'est vrai que au final, ça n'a jamais été un frein de devenir mère, et justement, c'est même exacerbé ce côté un peu de se dire il faut vivre les choses à fond. Et donc, en fait, en 2016, c'est là que, par contre, tout s'est vraiment accéléré. C'est l'année où j'ai créé le blog et c'est l'année où j'ai commencé la compétition un petit peu par hasard. C'est plus, entre guillemets, mon entourage, les gens autour de moi qui me disaient « Tiens, tu devrais essayer, machin, tu te débrouilles bien. » Puis bon, voilà. Ça s'est fait un peu par hasard. Et puis, en fait, après, en l'espace de 4 ans, 5 ans maintenant, 2021,
c'est parti. Même moi, quand je me vois maintenant et quand je repense il n'y a pas si longtemps, quelques années en avant, je pensais, j'étais loin d'imaginer que j'en serais là aujourd'hui. Bien sûr. Ouais, mais c'est génial. Et puis, ben, pour en venir aussi à ta question sur le côté émotion, c'est difficile de se rappeler des premières émotions quand j'ai commencé à faire de la moto. Du plaisir, évidemment. Ça, j'en ai toujours eu. Mais c'est vrai que maintenant, je passe plutôt 90-95% de mon temps à moto sur les circuits que sur la route au quotidien. Le paradoxe est que, en plus, même si on ne pense pas, mais c'est quand même plus sécure. En tout cas, il y a moins d'accidents tragiques et mortels en faisant de la piste. Il y en a, hein, ça reste toujours un sport à risque. Hein. Je me suis blessée plus d'une fois. J'ai eu des gros cartons. Mais quand même, par rapport à la route où il y a l'obstacle des autres véhicules et tout, ça reste quand même plus safe. Et puis voilà, mon activité fait qu'aujourd'hui, de toute façon, je fais majoritairement que de la piste par rapport à mes compétitions, au coaching, etc. Et donc, du coup, l'émotion, elle est surtout là. Parce que il y a effectivement l'adrénaline de la vitesse, de la performance, de la compétition, au même titre que n'importe quel type de compétition sportive. Et puis, bah, quand on commence en plus à bien rouler et aller jouer devant, et surtout quand en plus on se retrouve être une des rares filles, voire à certains moments la seule fille face aux mecs, oui. C'est extrêmement... c'est vrai qu'il y a un côté extrêmement grisant. Faut l'admettre. Et c'est vrai que je préfère... J'ai fait le championnat de la Women's Cup pendant quelques années, qui est le championnat de France féminin. Oui. Mais personnellement, je ne suis pas pour ghettoiser la discipline, c'est-à-dire faire des choses pour les femmes et faire des choses pour les hommes. Je trouve que justement, qu'il y ait des championnats comme ça, c'est super pour pouvoir mettre un pied à l'étrier à celles qui n'oseraient pas le faire dans des championnats mixtes. Et pour ensuite qu'elles puissent aller justement rouler avec les gars, faire des championnats mixtes. Mais personnellement, je pense que justement pour encore plus quand on est une femme et encore plus pour montrer que voilà, on n'est pas juste là pour faire de la figuration et pour trouver le respect. Et ben, il faut y aller et qu'il n'y ait pas de différence. Et une fois qu'on a le casque sur la tête, en plus maintenant j'ai les cheveux courts, on ne voit plus la couette qui traîne derrière. J'ai envie de dire, on peut pas savoir que je suis une fille. Et c'est très bien. Et moi, c'est ce dont j'ai envie, en fait, qu'il n'y ait pas de différence qui soit faite entre les hommes et les femmes. Et à titre personnel, aujourd'hui, je préfère vraiment, vraiment rouler dans des championnats mixtes où en plus, voilà, à titre personnel, je sais que j'apprends plus, je progresse mieux. Et puis voilà, quoi, c'est sympa en plus quand on met un peu la pige au gars et qu'on en laisse quelques-uns derrière soi et qui viennent après pour vous voir ou pour vous féliciter ou pour vous demander des conseils. Moi, je dis là, on a tout gagné. Yeah. Ouais. Dis-moi, Aurélie, d'ailleurs, petite parenthèse, tu as fait aussi des arts martiaux à très très haut niveau, donc effectivement tout ce qui est dépassement de soi, il faut y aller, c'est quelque chose qui te correspond, qui te parle, qui te motive. En termes de reconversion professionnelle, tu nous as très bien expliqué qu'effectivement tu t'es initiée, tu as passé ton permis moto, tu faisais de la piste, mais en créant d'ailleurs ton blog, ce qui te permettait aussi de commencer à te créer une identité en tant que motarde aussi, et à commencer à avoir des sponsors, même parce que même quand on n'en fait pas son métier, ça coûte cher aussi tout ça, les équipements, je me souviens tu préparais tes goodies, la pharmacie mais à un moment donné,
tu nous as expliqué qu'effectivement, c'est plus que de toi-même, c'est même les autres qui t'ont aussi propulsé finalement sur un passage en mode compétition, enfin en tout cas professionnel, même tout en gardant en tête que ce statut-là n'existe pas forcément, mais en tout cas de vivre d'un autre métier, celui de motarde. Comment, à partir de là, quand l'idée commence à germer, que tu commences à te projeter, comment tu as construit cette étape-là de la transition et puis de la bascule, comment tu l'as vécu et comment tu l'as mise en place? Alors, c'est intéressant, j'aime bien ta question parce qu'en plus, justement, c'est vrai quand j'en discute avec des gens qui sont justement dans une situation d'avoir envie de reconversion professionnelle, en tout cas, c'est pas un truc qui vient comme une envie de pisser. Je pense qu'il faut être honnête et qu'en plus, c'est important justement de mûrir son projet pour être encore plus solide le jour où on prend la décision. Parce qu'il y a quand même un moment où, par contre, il faut y aller. Ça, c'est certain. Mais c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui s'est fait du jour au lendemain où je me suis réveillée en me disant « ça y est, je vends la pharmacie, terminé, j'arrête tout, machin ». J'avais la pharmacie depuis 2009. J'ai passé mon permis à ce moment-là. Mais c'est véritablement en 2016 que les choses ont commencé et qu'elles se sont vraiment accélérées, surtout l'année suivante. Donc, je combinais les deux. À ce moment-là, c'est vrai que quand j'ai démarré la pharmacie, j'étais toute seule. J'ai bien progressé. J'ai eu aussi une affaire où je suis partie tellement bas que je suis quand même montée, en tout cas là où je voulais arriver. J'ai pu avoir un pharmacien assistant qui n'était pas là à temps plein. Parce que ça, c'était aussi le problème et les vraies questions qui m'ont fait aussi réfléchir un moment par rapport à mon officine. C'est que je savais que de toute façon, c'est quelque chose que je n'aurais pas fait toute ma vie. Et puis, un des gros points, des avantages de l'officine, c'est que par rapport à un autre commerce, il y a obligation d'avoir toujours un pharmacien. Et quand vous avez une pharmacie qui, en termes d'amplitude horaire, du lundi au samedi, fait à peu près 75 heures d'ouverture, ça veut dire qu'il m'aurait fallu plus de temps plein pour me remplacer quand je ne suis pas là. Et ce n'était pas possible. D'un point de vue financier, c'était impossible. Et que pour X raisons, demain, si mon pharmacien n'était pas là, puis là, je me retrouvais comme ça à retravailler H24. Donc, c'était un équilibre. J'avais quand même une petite officine de quartier qui n'était pas une grosse structure qui marchait correctement, mais avec un équilibre fragile, je parle en termes de personnel. Et que, en plus, je savais très bien aussi d'un point de vue business que le métier changeait et que le centre de Paris, ça allait devenir de plus en plus compliqué. On en venait de plus en plus aussi à la création de grosses structures, de pharmacies qui se regroupent. Et que quelques années plus tard, j'aurais jamais fait le poids face aux mastodontes qui arrivaient. Donc, il y avait donc cette réflexion que j'avais dans ma tête quand même un moment. Mais il y avait le fait aussi de confort d'avoir une structure qui permettait de très correctement gagner ma vie. Et puis un endroit que j'aimais, voilà, avec ma clientèle que j'aimais. Donc, il y a un moment aussi, c'est ça, c'est qu'on se retrouve dans une espèce de confort de vie. Mais avec aussi à côté de ça des choses qui commencent à nous travailler, à nous titiller. Et puis, donc, j'arrivais à combiner les deux. Et puis, plus ça allait, plus ça devenait compliqué de combiner les deux. Oui. Et plus je savais qu'il y a un moment, il allait falloir quand même que je finisse par prendre une décision. Donc, c'était quelque chose qui était en train de mûrir comme depuis quelques années dans ma tête. Et véritablement, il y a eu deux choses qui ont été des éléments déclencheurs et deux choses qui ont été des choses extrêmement négatives, surtout une. Oui. J'ai perdu ma maman en 2015 d'un cancer et elle est partie en 3 mois. Ça a été un gros coup de massue pour moi, pour ma sœur, parce que nos parents, enfin voilà, n'avaient jamais été malades. Ils étaient à la porte, venaient à peine d'être à la retraite et ils ont travaillé toute leur vie comme des dingues justement pour eux, mais pour nous inculquer aussi ces valeurs du travail. Et c'est pour ça que d'ailleurs ça a toujours été quelque chose d'extrêmement important pour moi à mettre en avant parce que voilà, le travail paye quoi qu'il arrive toujours.
Mais ça a été un gros coup de massue. Et là, c'est un moment où je me suis quand même remise en question par rapport aussi à mes envies profondes de passion, de choses que j'avais envie de faire plus tard ou à la place de la pharmacie. Et le deuxième élément déclencheur, c'est en 2017, sur une compétition que j'ai faite durant ça s'appelle le bol d'argent. Donc c'est pendant le bol d'or, qui est une manche de championnat du monde de course d'endurance. J'ai eu un gros carton dès le premier tour de course, où en fait je me suis accrochée avec un autre pilote. J'ai fait une glissade sur plus de 60 mètres avec 300 kilos sur le dos, ma moto plus l'autre pilote. Et en fait, du coup, j'ai ma combinaison de moto, pourtant on est très bien équipé, mais qui évidemment n'a pas tenu le coup, qui s'est explosée. Et j'ai failli perdre ma cuisse. J'ai été pendant 5 mois soignée chez les Grands Brûlés à Saint-Louis, avec 2 tentatives de greffe. Enfin, voilà, ça a été une période très compliquée, très difficile. Ouais. Surtout que je continue à venir travailler à la pharmacie avec tous les jours des curetages de mon infirmière qui m'a d'ailleurs sauvé ma jambe, ma cuisse. Et alors, le paradoxe aurait pu faire croire que c'est quelque chose où on aurait pu penser que ça y est, j'arrête la moto, j'arrête la piste. Eh bien non, pas du tout. Parce qu'en fait, ça a été l'inverse. Ça a été un gros carton, mais en même temps, j'ai eu beaucoup de chance de n'avoir, entre guillemets, que ça. Ça aurait pu être finalement complètement dramatique. Et puis voilà, ça fait partie, on le sait, quand on fait de la piste, de la compétition, qu'il y a des chutes. Il y en a qui sont... on tombe et on se fait pas mal. Et puis, il y en a où on tombe et on peut se faire très mal. Et à ce moment-là, en fait, j'étais vivante, en fait. Voilà, j'étais juste vivante. Et je me suis dit, il est temps, il faut vendre la pharmacie. Et c'était en septembre 2017. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de mettre la pharmacie en vente. Et elle a été vendue et j'ai donné les clés en mai 2018. Donc, quelques mois plus tard. C'est allé relativement vite. À partir du moment où tu te dis, OK, en fait, j'ai pris ma décision, je vends et je vais là où mon cœur et tout me donne envie d'aller, est-ce qu'en revanche, tu as aussi une projection concrète il y a vendre, OK, c'est une étape, mais c'est un changement de vie complet, en fait, de mode de vie, d'activité et de comment gagner ta vie derrière. Ouais. Est-ce que ça, tu l'as en tête ou pendant que tu vends, tu commences à poser les choses et à te dire, alors voilà comment il faudrait que j'avance, ou comment ça se passe? Comment tu l'as vécu ce moment-là? Alors, il y a eu plusieurs choses. Alors, déjà, oui, j'ai en tête, comment dire, l'après. Ouais. Parce que j'ai bien conscience quand même que ce n'est pas non plus que la moto, en tout cas à ce moment-là, par rapport à la compétition, parce que la compétition n'est pas quelque chose de rémunérateur du tout. C'est plus les choses que je faisais à côté, les émissions de télé, ce que j'ai commencé à faire. Voilà, c'est juste après que j'ai été contactée par une chaîne pour pouvoir être chroniqueuse dans une émission de télé. La rédaction d'articles, etc. Donc, ce sont toutes ces choses-là qui sont rémunératrices. Que tu as toujours pris, moi, tu parles de cette notion de travail, mais effectivement, même quand tu avais la pharmacie, la moto, ton enfant, ton amoureux, tu avais monté ton blog et effectivement, tu as toujours pris le temps d'écrire, de partager et donc de communiquer aussi, mais en tout cas de te faire connaître, mais à travers ce partage et cette transmission. Et tu écris très, très bien. C'est un régal de te suivre, mais effectivement, il y a tout ça et tu as toujours... Moi, je me demandais si tu avais plus d'heures que nous dans les jours et dans les semaines, tellement c'est impressionnant, cette quantité de travail que tu as. C'est mon côté hyperactive, mais c'est vrai que... Non, l'écriture, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. De toute façon, c'est ce que je disais au début. Je viens plutôt d'un milieu artistique, hein, entre la peinture, la musique. L'écriture, ça allait dedans aussi. Et puis, au travers de ça, de ce blog, c'était justement
de partager, parce que dans toutes les expériences que j'ai vécues au niveau professionnel ou même personnel dans le cadre du sport ou autre, je me rends compte qu'en fait, c'est le partage et la transmission qui est un gros moteur aussi, quelque chose qui me fait vraiment avancer, parce que ce que je fais, alors ok, j'ai une énergie débordante, mais je le ferais pas et j'arriverais pas à le faire non plus si j'étais toute seule. C'est vachement important aussi de le mettre en avant. Et la moto, par exemple, la compétition, par exemple sur la compétition vitesse, les courses de vitesse, on est effectivement tout seul sur sa moto, mais on n'est pas tout seul parce que derrière, il y a les équipes, et puis je peux vous dire que sur la moto, il y en a plein qui sont là avec vous, dans la tête, ceux qui sont en bord de piste. Donc, c'est un sport, entre guillemets, qui peut être paru comme quelque chose d'individuel, mais qui ne l'est pas. Mais pour revenir à ta question sur la transition, il y a le fait que, donc, il y avait toutes ces choses-là qui étaient en train de se construire par rapport aux choses que je faisais dans le cadre de la moto, les émissions de télé, la rédaction d'articles, etc., etc. Donc, j'ai créé, du coup, justement, une société dédiée que à ça, par rapport à la moto. Et à côté de ça, j'ai recréé une société, entre guillemets, un peu consulting médical, dans lequel je gardais aussi toujours un peu un pied dans le monde pharmaceutique, en y mettant et mon expérience par rapport à ce que j'avais fait dans l'industrie pharmaceutique et quand j'ai créé ma boîte de com, et mon expérience officinale, aussi bien en tant que chef d'entreprise qu'en tant que salarié quand j'ai travaillé en officine, pour pouvoir travailler en freelance et pouvoir bosser sur les périodes creuses de la moto. Parce que c'est vrai que nous, la moto, les pleines saisons, enfin, à partir du mois d'octobre, en gros, jusqu'à mars, on n'a plus rien. Puisque l'hiver, on ne peut pas faire de piste, on ne peut pas faire de circuit à cause des conditions météo. On est très dépendant quand même des conditions météo. On peut rouler sous la pluie, ce n'est pas un problème. Par contre, l'hiver, quand il neige, pas possible. Qu'il s'est gelé, c'est pas possible. Donc, moi, j'avais déjà envisagé comme ça en me disant, eh ben, je vais enquiller justement sur des fois quelques mois, beaucoup de taf, soit en officine, en remplacement, freelance, soit par rapport au consulting médical, etc., etc., pour ensuite me consacrer qu'à la moto. Ça me permettait en plus de pas complètement lâcher aussi cette profession que j'ai quand même toujours aimée. Et puis, encore une fois, on ne sait jamais de quoi demain est fait. Bien sûr. Et j'ai toujours été quelqu'un de... Je suis une fonceuse, mais j'ai la tête dans les étoiles, mais j'ai les pieds sur terre. Tu vois, je me suis toujours gardé un coussin de sécurité dans tout ce que j'ai fait. Et en fait, là, pour moi, c'est mon diplôme de pharmacien, c'est mon coussin de sécurité, quoi qu'il arrive. Par contre, maintenant, c'est vrai que j'ai tellement, l'activité moto prend tellement de place, puis voilà, il y a tellement de projets maintenant que je monte. Et puis, il y a le fait que l'année dernière, j'ai aussi passé ce diplôme pour pouvoir encadrer, que là, je ne fais plus du tout d'officine, sauf vraiment pour, de temps en temps, dépanner les copains. Donc, tu vois, ça s'est fait par étapes. Et c'est ça qui est bien, parce qu'en plus, c'est rassurant. C'est rassurant plutôt que de se dire, tu vois, enfin, en tout cas, j'ai la chance aussi, encore une fois, d'avoir aussi un diplôme qui me permet de le faire, parce qu'il y a aussi de la demande. Qu'il y a de la demande aussi, en tout cas sur Paris, la région parisienne, pour aller faire du remplacement officinal en freelance, soit une journée, une semaine, machin, et qu'au final, c'est plus moi qui impose mon calendrier en disant, bon, bah là, j'ai ça et ça, plutôt que moi qui m'adapte au calendrier des autres. Mais encore une fois, parce que j'ai la chance d'être dans un secteur où ça matche bien. Oui. Après, je pense que c'est de la création d'opportunités aussi, hein. Et je pense qu'il y a plein de secteurs où on peut peut-être
continuer à combiner ça. Et je pense que justement, avec maintenant aussi le Covid et le fait que maintenant les gens ont aussi appris à travailler beaucoup de façon différente avec le télétravail, etc., etc., etc. Ça, c'est des choses qui, je pense, vont peut-être être intéressantes pour voilà, des reconversions professionnelles en essayant au début de pas forcément, si on ne peut pas le faire, voilà, tout basculer d'un coup, mais peut-être garder entre guillemets 2 activités avant de commencer concrètement, réellement à n'aller que véritablement sur une activité dédiée, quoi. En fait, à travers ce que tu partages avec nous, c'est que ce avant-après qui existe aujourd'hui pour toi, c'est quelque chose qui, le après ne veut pas dire qu'il n'y a plus du tout du avant. Non. On n'a pas rayé le avant de sa vie. On peut s'en servir. Ça peut nous devenir un bagage extrêmement précieux, au contraire, et permettre, tu parles de ce coussin de sécurité, c'est presque un cadre qui permet de se propulser dans nos rêves et dans les étoiles, comme tu le dis, et de faire les choses par passion, parce qu'on a un rêve, parce que par folie, quel que soit le regard et les mots qui peuvent être même des jugements de la part d'autres, mais en construisant, en fait, tu as une très grande connaissance de toi-même et c'est en tout cas dans ce que j'ai toujours pu voir, une grande lucidité sur qui tu es, ce dont tu as besoin, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce qui ne te correspond pas. Et je pense que c'est quelque chose de très important, notamment quand on envisage une reconversion ou qu'on est dedans. C'est de se dire qu'est-ce qui me correspond vraiment et de quoi je peux me servir pour réaliser mes rêves. Et effectivement, le avant-après qui nous fait tant rêver ne veut pas dire qu'on ne l'atteint pas si on garde un peu du avant avec nous en bagage. Au contraire, c'est ce qui peut nous permettre de nous propulser directement dans nos rêves et de nous permettre de les réaliser. Aujourd'hui, est-ce que tu vis pleinement de tes activités? Comme tu l'as dit, tu fais aussi du coaching maintenant alors tu es très engagée pour les femmes, hein, pour aussi les aider à partager avec elles et transmettre ce goût on peut le faire de la même manière que les hommes. Est-ce que tu vis de ton nouveau mode de vie aujourd'hui? Est-ce que tu en vis de la même manière qu'avant? Est-ce que tu as choisi d'en vivre différemment? Est-ce que ça correspond à tes besoins aujourd'hui? Oui, aujourd'hui j'en vis dans le sens où j'ai aussi moins de besoins. Ouais. J'ai aussi moins de besoins, entre guillemets, financiers. Et puis, il y a un moment aussi où, et ça fait partie des vraies questions qui sont aussi des questions personnelles par rapport à ses propres choix de vie, d'un point de vue professionnel ou personnel. Et puis qu'on évolue aussi avec l'âge et que nos envies, nos priorités ne sont plus les mêmes quand on a 20, 30, 40 ans. Enfin, tout change. Moi, il y a quelque chose qui n'a pas de prix, mais qui d'ailleurs n'a toujours, dans mon parcours, n'a toujours pas eu de prix, c'est la liberté. Et aujourd'hui, quelque chose qui encore plus n'a pas de prix, c'est le temps. Oui. C'est le temps et moi, c'est vrai que je préfère, entre guillemets, j'ai moins besoin de ressources financières, mais avoir beaucoup plus de temps. Et puis le temps amène à faire d'autres choses aussi. Puis le temps t'amène aussi à faire d'autres trucs, d'autres projets qui vont te ramener aussi des ressources financières. Enfin, mais ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et c'était très différent au début. J'ai gagné extrêmement bien ma vie quand j'étais dans l'industrie pharmaceutique, dans mon activité avec ma pharmacie, parce que c'est vrai que je suis passée de ça à ça. En travaillant énormément. Donc, c'est aussi quelque chose, attention, qui m'a, à un moment, permis de me poser ces questions et aussi de faire à un moment ce choix parce que, à ce moment-là de ma vie, financièrement, je pouvais me permettre de le faire. C'était ce que je n'aurais pas pu faire 10 ans auparavant ou 15 ans auparavant puisque je démarrais, j'avais rien. Donc, mais j'aurais pu aussi, et je sais que souvent, pour en discuter avec des amis, des gens proches et tout, j'aurais pu aussi ne jamais prendre cette décision en voulant toujours me conforter dans cette situation financière. Parce qu'il y a des moments où
c'est simple, mais quand tu dis oui, mais attends, quand tu auras ça de moins et tout par mois, ça change pas mal de choses. Encore une fois, c'est tellement lié après à aussi ses propres besoins, ceux de sa famille aussi, ses objectifs et là où on met le curseur sur ce dont on a besoin dans la vie. C'est vrai que, encore une fois, alors c'est lié à des événements qui ne sont pas forcément très positifs, mais ça fait partie de la vie aussi. Et tu dois le savoir, il y a eu donc 2015 le décès de ma maman en 3 mois, et en 2018, au moment où je vendus la pharmacie, mon papa qui tombe malade, cancer, et c'est pareil, il est parti en 3 mois. Donc c'est vrai que à nouveau gros coup de massue, et puis en plus, bon, moi j'ai travaillé dans le domaine de l'oncologie quand j'étais dans l'industrie pharmaceutique. Donc, bon, je savais très bien ce qu'il en était, aussi bien pour le cancer de ma mère que celui de mon père, qu'ils étaient condamnés et que c'était l'histoire de temps. Et alors que mon papa, il tombe malade, et que, bon, à ce moment-là, avec ma sœur, on est comme on l'était avec notre maman, avec eux, à son chevet et tout. Moi, je décide quand même, du coup, on se suit beaucoup avec ma frangine au niveau médical. Et moi, je décide de faire, j'insiste pour faire auprès de mon gynécologue une mammographie qu'il ne voulait pas me faire parce qu'il considérait que j'étais trop jeune. Et là, j'insiste pour la faire. Il me fait l'ordonnance, mais je la laisse de côté parce que, bon, voilà, je n'avais pas demandé parce qu'il y avait quelque chose qui m'inquiétait. Et je finis par aller la faire au mois de septembre. En me disant, comme quand je vais chez le dentiste et que je ressors qu'il n'y a rien, je vous fais un détartrage, quoi. Et là, je ressors de la mammo avec un cancer du sein. Oui. Donc, à ce moment-là, je pensais avoir eu déjà peur dans ma vie. Je pensais avoir... on m'a souvent posé la question, est-ce que tu as peur sur la moto, la vitesse et tout? Non. En fait, là, j'ai vraiment eu la première fois peur de ma vie. Et à ce moment-là, je me suis assise sur un banc. Dida était encore petit. Je me suis assise sur un banc et je me suis dit, je vais mourir là. Et j'ai un petit garçon de 5 ans, et je vais mourir. Parce que je venais de perdre ma mère et que mon père était en train de mourir. Oui. Donc, bon. Après, voilà, la bonne nouvelle, c'est que j'ai été prise en charge très rapidement à Saint-Louis. Et que la bonne nouvelle, c'est que heureusement que j'ai fait cette mammo à ce moment-là. Parce que ça a été pris relativement à temps. Donc voilà, j'ai été opérée 2 fois, j'ai eu de la radiothérapie, etc. Mais je suis passée à côté de la chimio, et maintenant je suis suivie régulièrement par rapport à ce cancer du sein. Mais du coup, ça a été pour le coup, quand la maladie touche ses proches, ses parents, ses proches, c'est quelque chose. Ça fait réfléchir. C'était des choses qui m'avaient justement fait déclencher des choses par rapport à mes choix de reconversion professionnelle. Quand ça vous touche directement, ça change tout. Oui. Ça change tout. Mais là, pour le coup, j'ai envie de dire aujourd'hui, ça change tout en bien. Enfin, moi, je l'ai pris encore comme quelque chose qui n'est pas arrivé par hasard. Ça m'a permis j'ai pas baissé les bras parce qu'à ce moment-là, tout le monde m'a dit la moto, les trucs, c'est fini et tout. Non. J'ai fait chez tous les médecins à l'hôpital parce qu'il fallait que je commence mes trucs, mes compètes, donc il fallait que ma radiothérapie se termine à tel moment. Je suis allée rouler en Espagne alors que je sortais d'une opération avec un drain dans le nibar. Bref. Et j'ai bien fait de faire ça parce que c'est aussi ce qui m'a permis aussi de me raccrocher toujours à quelque chose. Et puis j'avais pas fait tout ça pour entre guillemets un cancer, enfin pour me faire emmerder par un plein de cancer. J'avais pas vendu la pharmacie, fait toutes ces démarches de reconversion professionnelle pour aller vers ma passion. Et voilà. Et donc en fait, ça a été quelque chose finalement qui s'est après transformé en quelque chose de positif. Que tu as transformé en quelque chose. Oui, que j'ai transformé en quelque chose de positif. Et je pense que j'étais déjà quelqu'un d'assez, mentalement, entre guillemets, forte par rapport
besogneuse, travail, courageuse, mais que ça m'a véritablement amené quelque chose d'encore plus fort. Et ça, je le sens par exemple dans mon quotidien et même maintenant dans mes compétitions, mes courses, en termes de force mentale. Ça met beaucoup, beaucoup de positif. Et puis voilà, pour en revenir aussi à surtout ces vraies questions sur les priorités dans la vie, ces priorités dans la vie qu'on se fixe et au niveau professionnel et par rapport à aujourd'hui, j'ai envie de ma passion. Oui, parce que maintenant aussi, j'ai recentré certaines choses de ma vie sur des choses différentes et plus simplement sur l'aspect financier. Et en tout cas, pour moi, ça me va. Ça me correspond très, très bien. Aujourd'hui, ça me correspond très, très bien. Je sais qu'on atteint la fin du temps. Oui. Mais toujours un peu, c'est ma signature. Je voudrais juste, Aurélie, parce que tu as quelque chose de très puissant là-dedans aussi. On a parlé également d'image et d'identité et de connaissance de soi. Il y a quelque chose auquel je ne t'ai jamais vu déroger non plus, c'est d'assumer et d'affirmer qui tu es. Tes goûts, ton image, quel que soit ce à quoi ça peut renvoyer, quel que soit le regard des autres, et que tu aies été dans ta pharmacie ou que tu sois sur piste ou en train de faire tes coachings ou pour des aspirants motards ou motardes, tu le fais avec ton style à toi. Et je pense que même dans un parcours de reconversion, c'est aussi important parce que parfois on se perd un peu parce qu'on est assailli dans les doutes et dans les peurs et dans le regard des autres. Et j'aurais juste aimé que tu nous transmettes un message par rapport à ça aussi. Comment toi tu décides que c'est aux autres d'accepter comme tu es ou pas, mais de réussir à ne pas changer quoi que ce soit. Tu continues à arriver sur les pistes et dès le début, avec tes tenues à toi, ton style à toi. Et c'est fantastique parce que tu as parlé de liberté. Ça fait aussi partie de la liberté qu'on peut s'offrir. Je pense que tu vois, pour aller assez vite, il ne reste pas beaucoup de temps parce que tu viens de le dire. C'est ça, le mot qui est juste, c'est la liberté. Après, c'est surtout aussi que, et ça c'est quelque chose qui n'est pas facile évidemment à faire parce que ce soit un homme, une femme, et encore plus une femme, quand on renvoie une certaine forme d'image, on connaît les clichés, tels qu'ils sont. Je les ai vécus aussi, j'en ai souffert à certains moments. C'est dans ma construction en tant que personne, en tant que femme, que j'ai réussi à trouver de plus en plus de la confiance en moi, que je n'avais pas forcément à un certain moment de ma vie aussi. Par contre, aujourd'hui, c'est vrai que d'être toujours restée qui je suis, peu importe les circonstances, les domaines et tout, ça m'a évidemment d'abord pour moi apporté énormément parce que c'est important de croire en soi et c'est important au moment de... Quand on peut faire des concessions dans la vie, mais il y a des choses pour moi sur lesquelles on ne fait pas de concessions. Et en l'occurrence, sur son identité et sur qui on est vraiment. Et au final, pour terminer, moi je m'en sers vraiment aujourd'hui comme quelque chose d'une sorte d'un côté une sorte de pare-feu et de l'autre quelque chose qui me permet de faire une sélection naturelle. Parce qu'au final, tu sais, moi ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est juste l'amour des gens que j'aime, de mes proches. Voilà, on a toujours besoin de reconnaissance. Ce serait fou de dire le contraire. Ça me fait plaisir de voir de la reconnaissance, même dans mon domaine actuel aujourd'hui. Mais tu as aussi toujours, on le sait toujours, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et puis, il y a toujours aussi des comportements agressifs, etc. etc. On ne changera pas la face du monde. J'espère la faire évoluer. Enfin, moi, en étant qui je suis, je me dis quelque part, j'arrive à faire un petit bout de chemin, à faire évoluer un peu les mentalités. Maintenant, les cons resteront toujours des cons. Et puis voilà, je te dis, c'est une sélection naturelle. Si les gens ils ont envie de creuser plus loin que la première image qu'ils peuvent voir, eh ben, tant mieux. Et sinon, voilà, j'ai plus de temps à perdre, tu vois. Oh oui, je le comprends. Alors ça peut nous amener sur la conclusion que j'aimerais. Ton message pour toutes celles qui écoutent, qui regardent, qui se posent des questions sur l'avenir, sur les choix qu'elles sont amenées à faire, qu'elles ont envie de faire, qu'elles ont peut-être peur de faire, mais qu'elles voudraient quand même bien faire. Ou peut-être pour celles qui ont commencé à faire ces premiers pas et qui ont besoin aussi de ne pas se sentir seules sur ce chemin. Qu'est-ce que tu peux nous transmettre en message, Aurélie ?
Je pense que ce qui est important, enfin moi ce que j'ai envie de leur dire, c'est surtout c'est de sortir de la culpabilité et de ne pas penser que parce qu'on le fait pour soi, c'est égoïste. Je m'explique. On est d'abord des personnes à part entière et que souvent, je pense aussi que des fois, ce qui fait qu'on n'ose pas, qu'on ne va pas, c'est indirectement l'influence de son entourage, qu'on en soit conscient ou pas d'ailleurs. Maintenant, c'est hyper important. On n'est que de passage sur Terre. Et je pense qu'il y a un moment, il faut s'écouter. Il faut faire les choix aussi pour soi. Et que de toute façon, tu sais, les expressions entre guillemets à la con, mais qui sont pas si cons que ça, pour être bien avec les autres, il faut être bien avec soi-même. Enfin, voilà, c'est tellement vrai. Et voilà, moi, je pense qu'il y a une personne à écouter, c'est soi-même. Et il faut aller, voilà, juste chercher ce dont on a envie, ce dont on a besoin. Et à partir de là, prendre ses décisions et puis avancer. Et les autres, de toute façon, s'ils vous aiment, ils vous suivront, quoi. Oui. Voilà. Merci beaucoup Aurélie pour voilà, le partage de ton histoire, ton témoignage et tout ce que tu nous as transmis avec toujours autant de générosité, de sincérité et de passion. Tu as les yeux qui brillent, c'est trop avec beau. Plaisir. Magnifique. Et je te félicite en tout cas pour tout ce que tu réalises et tout ce que tu donnes autour de toi. Merci beaucoup Aurélie. Merci, merci à vous. Merci mille fois Aurélie pour ce passionnant témoignage et pour effectivement toute l'énergie et la passion que tu as transmis. Voilà, c'est vraiment beaucoup d'audace. Et voilà, j'entendais que tu parlais des épreuves aussi. C'est souvent parfois certaines épreuves. La vie n'est pas d'un long fleuve tranquille. Et bien sûr, il y a son lot de grandes joies. Et puis il y a des moments plus difficiles qui nous font parfois l'effet d'une prise de conscience ou d'un déclic. Voilà. Je pense que ce qu'on traverse tous d'une manière ou d'une autre nous a un petit peu bouleversés aussi, et c'est peut-être, comme le disent souvent nos partenaires dans le cadre de leur témoignage, leur workshop, c'est l'occasion peut-être de se poser certaines questions. Si parfois même le contexte lui-même nous oblige à bouger. Bon voilà, il y a malheureusement des situations qui se sont complexifiées pour certaines d'entre nous ces derniers mois. Voilà, j'espère que vous avez pu vous inspirer de ce témoignage. Tout est disponible, je tenais à le rappeler, tous les témoignages sont disponibles en replay, si pas demain, dès la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à réécouter Aurélie et Sandrine. Merci à toutes les deux de nous avoir accordé ce temps. Bon vent, bonne continuation et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser un jour, en vrai, en présentiel. Oui. Ça nous fera du bien en tout cas. Oh oui. Oui, merci à toi Sandrine pour le temps et une fois de plus ton grand professionnalisme sur nos salons. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses, un bon après-midi, un bon appétit peut-être.